Bien sûr, nous allons revenir sur les matchs de ce 14 juillet, les demi-finales, et nous allons rejoindre le continent africain. Puis dans la troisième partie, nous parlerons de la VAR, un premier bilan aussi, et puis les joueurs qui ont déjà marqué cette CAN. Et puis, je vous rappelle que sur le plateau se trouve Saïd Hafizi, deux spécialistes du football en Afrique. Il est marocain, Saïd, oui. Et puis Noureddine, bien sûr, Noureddine est marocain. Je ne sais pas s'ils habitent tout près l'un l'autre. Pas trop loin. Vous savez, de cœur, on est très près. Hein. Mais bon, il y a quand même 1200 km entre ma ville et sa ville. Quand même. Et puis pour l'interactivité, eh bien, n'hésitez pas à continuer à intervenir sur notre Facebook Africa 24 TV, puis le Twitter avec le hashtag Analyse des matchs de nouveau. Autre constat sur ces demi-finales, mais cette fois-ci avec nos rédactions basées sur le continent africain. Retour sur Sénégal, Tunisie, et après nous retrouvons nos invités. Le stade du 30 juin accueillait ce dimanche la première demi-finale de la CAN 2019, mettant aux prises le Sénégal à la Tunisie. Bien entré dans la partie, les Sénégalais se créent la première grosse occasion du match par l'intermédiaire de Youssouf Sabaly, qui voit son tir heurter le montant gauche de Mouez Hassen. En deuxième période, la Tunisie montre un autre visage et obtient un pénalty, mais la frappe de Ferjani Sassi est captée par Amigo Gomis. Les Lions obtiennent à leur tour un pénalty, une nouvelle fois manqué par Henri Cévé. Il faut attendre les prolongations et la 100e minute de jeu pour que la rencontre se décompte. Le coup franc bien exécuté de Henri Cévé est mal négocié par le gardien tunisien, aux grandes dames de Dylan Brown, qui marque un but contre son camp. Le fait du match reste le pénalty sifflé en faveur des Tunisiens à 5 minutes du terme. Après visionnage de la VAR, M. Tessema revient sur sa décision, estimant que le bras d'Idrissa Gana Gueye était collé au corps. Le Sénégal se qualifie pour la deuxième finale de la CAN de son histoire, 17 ans après la première jouée au Mali. Oui, Saïd, je vois, vous vous êtes redressé. Il y a de l'injustice pour vous. Disons que si on est tunisien, on vit très 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 mal la conclusion de ce match-là, parce que y a une main flagrante et s'il y a utilisation de la VAR, j'arrive pas personnellement à comprendre comment l'arbitre peut revenir sur sa décision, sur la décision qu'il a prise en temps réel, c'est-à-dire de siffler le penalty. Pour moi, c'est profondément inconcevable, parce que au ralenti, on le voit très clairement. Il dévie la trajectoire du ballon, il agnelle une occasion nette de but, donc pour moi c'est penalty, c'est même pas discutable, et quand on est supporter tunisien, je peux comprendre une profonde frustration et ça laisse un goût amer justement sur la qualification de cette équipe du Sénégal. Mais je tiens quand même à préciser ce que j'ai dit en première partie, c'était que la Tunisie n'avait qu'à se mettre à l'abri pour éviter de se faire piéger comme ça, parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont eu des face à face et qu'ils ont très 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 mal négocié. Donc pour moi, ils devaient se mettre à l'abri bien avant. Oui, il est devenu crédible, j'y reste maintenant à la tête de cette sélection de la Tunisie. Vous pensez que les autorités vont lui faire confiance, vont continuer à travailler avec lui? Franchement, je ne sais pas, hein, parce que faut voir un petit peu. Vous savez, derrière, après chaque compétition, il y a ce qu'on appelle le bilan technique. Il doit présenter son bilan, son rapport exactement de la compétition. Il y a une DTN, je pense qu'ils vont lire et relire et essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on va pas rentrer dans des détails où on n'a pas vraiment de preuves. C'est qu'il y a des choses qui sont passées du côté de la Tunisie au vestiaire. Ça reste à confirmer et ça reste à gérer par les autorités sportives du côté de la Tunisie. Ils ont viré un membre du staff d'Alain Giresse. Oui, exactement. C'est un Français qu'ils ont viré. C'est un Français. Donc ça montre comme quoi il y avait des choses qui se passaient dans les coulisses de l'équipe de Tunisie. Est-ce que la montée en puissance de la Tunisie, on peut l'attribuer à Alain Giresse ou non, monsieur? Vous savez, d'abord il y a les joueurs, mais les joueurs, s'il n'y avait pas de Titor sur le banc, c'est vrai que quand on voit un petit peu le comportement de l'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Saïd, avant le passage au deuxième tour, ça n'a rien à voir avec l'équipe de Tunisie du deuxième tour, où on a retrouvé quand même une équipe de Tunisie fidèle et à son statut de leader africain. Je pense qu'aller jusqu'en demi-finale, pour moi, c'est une victoire d'abord pour l'équipe, les objectifs ils sont atteints pour l'équipe de Tunisie. Je pense que aussi Alain Giresse, il venait ça fait pas des années qu'il est à la tête de l'équipe. Est-ce que lui d'abord il va tirer avant de parler, est-ce qu'on va le garder ou on va pas le garder? Est-ce qu'il va rester lui-même aussi? Donc on verra après la compétition, après que les mœurs, je veux dire, reviennent à leur place et on prendra des décisions à tête reposée. Je pense que c'est une
grande nation qui va voir son avenir vraiment prometteur pour le continent. La Tunisie aime beaucoup les techniciens français. Pourquoi ce penchant? Bon, c'est le cas de, grosso modo, beaucoup de sélections du nord du continent. Quand on fait l'historique des différents sélectionneurs qui sont passés, je pense que c'est une histoire, c'est l'histoire en fait. On est des anciennes colonies francophones. C'est des équipes qui misent beaucoup, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, sur leur diaspora à l'étranger, qui sont pour la plupart francophones. On a une culture française, donc à partir de là, je pense que c'est ce qui fait le critère primordial. Mais il faut aussi s'ouvrir à d'autres cultures footballistiques, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc c'est peut-être une vision à avoir, de ne pas rester penché sur la formation technico-tactique purement française. Pourquoi pas aller voir ce qui se passe au niveau de la Hollande, de l'Amérique latine, etc., etc. Donc c'est une vision effectivement à avoir. Merci Saïd. Et puis l'autre rencontre, c'est Nigeria-Algérie que nous allons débattre dans quelques instants. Regardez d'abord ce sujet de notre rédaction. La seconde demi-finale de la CAN 2019 proposait également du lourd avec l'affiche Algérie-Nigeria. Bien en jambes en ce début de rencontre, les Algériens n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions. La délivrance arrive côté Fennec à 5 minutes de la fin de la première période. Riyad Mahrez déborde de côté droit et centre. Surpris par la déviation de Collins, William Troustekong ne peut empêcher le ballon d'entrer. De retour des vestiaires, les Super Eagles se montrent plus incisifs et obtiennent un penalty après visionnage de la VAR. Igalo ne se fait pas prier et prend à contre-pied Raïs Mboli. Une première frayeur sera notée côté nigérian avec la frappe dans les dernières minutes de Benasser qui percute la barre transversale. Une nouvelle frayeur arrive ensuite dans les arrêts de jeu de la rencontre avec un coup franc à une vingtaine de mètres. Riyad Mahrez ne tremble pas et offre à l'Algérie sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations, 29 ans après. Le Nigeria se consolera avec la 3e place à aller chercher face à la Tunisie mercredi. Riyad Mahrez, ballon d'or africain ou ballon d'or aussi européen? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui vont se jouer lors de cette finale parce qu'on rappelle quand même à nos téléspectateurs que Sadio Mané a quand même gagné la Ligue des Champions. Alors s'il gagne la même année la Coupe d'Afrique des Nations, il est pour moi un potentiel ballon d'or. Il est au minimum sur le podium parce que s'il gagne la Ligue des Champions et la Coupe d'Afrique, voilà, il a fait une année extraordinaire et donc pour moi il mériterait le ballon d'or. Et il était en compétition là-dessus avec Mohamed Salah qui lui s'est fait éliminer, donc pour moi Sadio Mané est légitime au ballon d'or. Pour Riyad Mahrez, s'il gagne là, ça sera déjà extraordinaire pour lui d'être champion d'Afrique, mais le ballon d'or on en est quand même un peu loin. Oui. Alors Noureddine, j'ai vu quelqu'un qui vous ressemblait sous les Champs-Élysées avec un drapeau algérien. C'était vous ou pas? Que pensez-vous de... On se ressemble un peu tous. On se ressemble un petit peu tous, oui. Que pensez-vous de cette manifestation qui n'a pas dégénéré cette fois-ci, que ce soit à Marseille, sous le Vieux-Port et sous les Champs-Élysées? Et surtout en Algérie. Oui, en Algérie aussi. Est-ce que vous pensez que la génération future, que ce soit la génération africaine qui grandit en France, doit revendiquer son appartenance et manifester aussi à sa manière la victoire de son pays de cœur? Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Quand ça se passe dans la joie et la bonne humeur, je pense qu'il n'y a pas que les Algériens, toutes les nations doivent s'exprimer. Et c'est ce qui fait un petit peu cette cosmo de vivre ensemble ici en France. C'est pas le fait de sortir. C'est vrai que quand on parle, on est contre les excès, on est contre tout ce qui entrave la législation, ou bien le droit, ou bien la loi, on est d'accord, mais faire la fête, je pense qu'en plus ça coïncidait avec un grand jour ici en France qui est le 14 juillet. Je pense que la fête était un petit peu multiple sur tous les plans. C'est vrai que les Algériens ont compris de ce qui s'est passé, les extras, ce qu'on a vu la dernière fois par rapport à ces excès, mais je pense que hier ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur, et pourquoi pas, hein. Pourquoi plus les Algériens que les Marocains, que les Tunisiens, que les Sénégalais, que les Ivoiriens? On voit des manifestations de joie, même des Marocains, des Tunisiens, etc. Je pense que quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, les Champs-Élysées, ils étaient pleins quand le Maroc s'est qualifié à la Coupe du Monde. Donc oui, mais c'est simplement qu'on parle un peu plus des débordements quand c'est l'Algérie. Il y a une histoire un peu passionnelle entre la France et l'Algérie, etc. Moi, je suis content de voir, pour répondre à votre question, je suis content de voir cet engouement. Il n'y a que le football qui donne
prennent ces émotions-là. Et on parle jamais, quand le Portugal il gagne une compétition, etc., c'est la fête partout. Il n'y a pas de débordement. Mais moi, c'est ça que je veux voir des pays africains et des pays maghrébins. Je veux voir la même fête que quand les Italiens ils gagnent, les Portugais ils gagnent, on sort les drapeaux, on est content, on fait la fête, etc. Mais sans les débordements et les violences. C'est ça qu'on veut voir. Et ça, il y a que ces émotions-là, il n'y a que le football qui nous les procure. Il n'y a pas un autre sport qui procure des émotions aussi fortes avec un engouement aussi passionnel. Ouais, ce qui était marrant, c'est de voir un jeune qui est en train de partir avec une moto. On ne sait pas comment il a mis en route parce qu'il doit avoir quand même des codes. Tout ça. Mais enfin, bon. Ça, on leur fait confiance. Ils savent faire. Ils savent faire. Alors, nous allons voir le tableau maintenant. En fait, ça ne fait pas rire, hein, attention. On prévient les téléspectateurs. Non, on condamne ces choses-là. Et juste une petite parenthèse, on a le meilleur joueur algérien, Riyad Mahrez, qui a pris la parole juste après le match. On y reviendra tout à l'heure, dans la troisième partie, qui a répondu à un élu du Front National. Exactement. Et nous allons voir les tableaux avec ce dimanche 14. Je rappelle, Sénégal bat Tunisie 1-0 et l'équipe de l'Algérie bat le Nigeria sur le score de 2-1. D'écouter maintenant Monsieur Seydou Bambo Dioya à propos de l'élimination du Cameroun. J'ai participé à ma première CAN en 1984. J'étais tout jeune. Et je n'ai pas raté une seule CAN depuis. Peut-être une. Mais j'ai pratiquement passé ces longues dernières années à assister à toutes les CAN. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des hauts et des bas. On a été champion dans certaines compétitions, on a été sorti dans d'autres. Mais l'un dans l'autre, nous sommes quintuple champions. C'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, en Égypte, à l'édition totale 2019, nous venions pour conserver ce titre. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est les choses qui arrivent. Le vice-champion est sorti, le Maroc favori est sorti, la RDC outsider aussi est sorti. Bon, c'est des choses qui arrivent dans le football. Et moi, j'ai suffisamment d'expérience pour comprendre, pour savoir que le football reste un jeu et il faut un gagnant, il faut un perdant. Le détenteur du titre, rares sont les fois où il a pu le conserver. Évidemment, je vous l'accorde, sortir prématurément, c'est quand même toujours aussi difficile à digérer pour une équipe qui avait l'objectif d'atteindre au moins les demi-finales. Donc, bien sûr, on est déçus, on est tous déçus. Je suis déçu pour nos joueurs. Je suis déçu pour les Camerounais, à qui ils ont donné beaucoup de joie. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir sur cet entretien avec Monsieur Seydou Bambo Dioya. Vous avez un petit mot à rajouter sur les propos du président de l'Africa Foot ? Je suis un peu déçu de la qualité de l'analyse, de dire que ça arrive dans le football. Oui, ça arrive dans le football. De dire que on est déçu. Oui, ok, on est déçu, mais moi j'attends du président d'aller plus loin dans l'analyse et de ne pas faire une analyse d'un supporter lambda, de nous dire pourquoi il y a eu des échecs, quelles sont les résolutions, les axes de progrès à mettre en place, etc., etc. De nous donner une horizon pour le football camerounais, qui est un des plus grands footballs du continent africain. Donc c'est ça que j'attends du président, pas de me dire que ça arrive dans le football de perdre. C'est une partie de l'interview, bien sûr. Noureddine, sur ces premiers propos du président, vous avez aussi à réagir ? Oui, c'est peut-être une interview, peut-être il y a beaucoup de choses qui s'est dit dans cette interview. Oui, mais, que nous allons... mais là, c'est des déclarations classiques et on a l'habitude, en tout cas de nos dirigeants, de ne pas dire quoi que ce soit dans des interviews pareilles. On va les attendre sur les actes, en quelque sorte, mais là, qui est la chose de la médiatisation ou bien le fait de se vendre à travers les médias, ça n'a jamais donné beaucoup de choses pour nos dirigeants. D'accord, Monsieur Noureddine et Monsieur Saïd, on se retrouve après la pause.